Toni Morrison, la source de l'amour-propre. L'artiste individuel. Il devrait être relativement facile de décrire la situation critique de l'artiste individuel, l'importance de la ressource qu'il représente pour le pays et la nature de l'engagement pris envers cette composante dans les objectifs de la dotation nationale pour les arts. Mais ce n'est vraiment pas si facile, car l'expression elle-même, artiste individuel, suscite toutes sortes de visions romantiques, d'images et de conceptions d'un individu solitaire et aux abois, en lutte contre les Philistins, bon gré mal gré, qui enfoncent d'une manière ou d'une autre les barrières de l'ignorance et des préjugés, pour revendiquer de son vivant l'approbation peut-être de quelques personnes essentielles, et ou la gloire posthume, sinon un rang éminent, à une époque où cela ne lui profite en rien. Cette image est une image que nous aimons caresser, car c'est un genre de lit, de procruste, un piège intellectuel, car c'est un portrait si séduisant qu'il encourage ce qu'il faudrait éliminer. Nous semblons couper les membres de l'artiste individuel pour les adapter à la terre de notre lit bien court. Puis, nous lui imputons la pénurie, le sacrifice et la notion de récompense posthume. Nous aimons tant l'idée de l'artiste en lutte que nous affranchissons, non l'artiste, mais la lutte. En fait, nous tenons à elle. Nos conceptions de la qualité l'exigent parfois. Il est vrai, je crois, que nous en conviendrons tous, que la qualité égale, signifie, sous-entend, ce qui est rare et difficile à mener à bien. Mais parfois, le mot rare se traduit par apprécié uniquement par l'infime minorité. Et parfois, l'expression difficile à mener à bien signifie il a fallu souffrir pour le faire. Je crois qu'il existe une ambivalence dans notre perception de la qualité individuelle des artistes individuels. D'une part, nous pouvons identifier cette qualité parce qu'elle est rare et se limite à ne séduire que quelques personnes. Nous savons combien il est difficile de parvenir à l'excellence en art, bien que je sois persuadé que, pour le vrai génie, les choses qui nous paraissent difficiles sont aisées et se font sans effort. Mais d'autre part, alors que nous reconnaissons la qualité à sa rareté, nous nous plaignons constamment de l'absence de qualité dans le cœur et l'esprit des masses. Nous parlons d'une crise, de l'alphabétisation, nous sommes perturbés et inquiets au sujet du pop art. Nous parlons de sculpture d'aéroport, nous sommes troublés et légitimement par le jeu sensationnel plutôt que par le jeu sensible. Chacun d'entre nous a tout un groupe d'expressions qui définissent pour nous ce qu'il y a de médiocre dans une forme d'art. Je me demande parfois si nous le pensons vraiment et sincèrement. Pensons-nous vraiment que le monde est d'autant plus pauvre que trop peu de personnes apprécient les choses raffinées? Supposez que nous vivions bel et bien dans un monde où les gens discuteraient de Descartes, de Kant et de Liechtenstein au McDonald's. Supposez que La Nuit des Bois, La Nuit des Rois, soit sur la liste des meilleures ventes. Serions-nous heureux? Ou déciderions-nous que, puisque tout le monde apprécie cette œuvre, peut-être qu'elle ne vaut rien? Ou peut-être que, si l'artiste lui-même n'a pas mendié pour vivre, mendié et lutté tout du long dans la pauvreté, peut-être jusqu'à en mourir, peut-être que son art ne vaut rien. On semble avoir éprouvé un immense réconfort dans certains endroits, dans la presse et dans les conversations, à se dire que quand des milliers et des milliers de personnes ont fait la queue pour voir l'exposition Picasso,
Seuls 4 ou 5% de ceux qui l'ont vu savaient vraiment ce qu'ils voyaient. Les premiers romans ne devraient pas être des succès. Ils sont censés n'être lus que par quelques-uns. Ils ne sont pas censés être rentables. Ils doivent être limités. Si un premier roman réussit, on a des soupçons sur sa qualité. Un artiste minoritaire, dans ce jeu, et dans ce climat d'ambivalence, est soit prié d'abandonner son statut minoritaire pour rejoindre les critères dominants, soit obligé de défendre, à non plus finir son droit à aimer et choisir une autre voie. Cela fait partie du romantisme qui s'accroche à l'idée de l'artiste individuel. L'artiste, comme mendiant, il le fait continuer à mendier, et quand l'artiste a du succès, il lui faudrait se sentir coupable, voire contrit. Il existe un risque inhérent au fait d'être artiste toujours. Le risque d'échouer. Le risque d'être incompris. Mais il en existe aujourd'hui qui n'y sont pas inhérents. Certains risques nouveaux sont imposés. Je vous demande un peu de patience. Le temps que j'en décrive un qui m'intéresse tout particulièrement dans le domaine de la littérature. Une querelle fort stimulante, doublée d'une bataille publique, se déroule actuellement à Cambridge, une bagarre entre les critiques traditionnels et les postmodernes, ou bien les structuralistes. C'est un régal de feux d'artifice dans certains numéros du Times Literary Supplement, et les discussions universitaires battent leur plein. Je ne rentrerai pas dans les détails de la nature de cette bagarre, mais en termes très simplifiés, il y a un groupe principal de critiques traditionnels qui croient que la critique pragmatique, fondée sur la littérature et la vie, constitue la façon d'enseigner aux gens à lire les grandes œuvres littéraires, et puis, il y a un groupe plus jeune, plus récent, de spécialistes que les Britanniques appellent parfois les pluralistes, qui attaquent ou ignorent la critique britannique traditionnelle. Ce groupe, plus récent, est accusé d'être obscur, difficile et restrictif dans sa conception de la critique. Ce que je trouve intéressant dans cette querelle, c'est que l'écrivain n'y a pas de place du tout. Les structuralistes, les partisans de la sémiotique et ceux de la déconstruction perçoivent l'œuvre écrite comme un phénomène, mais qui n'est pas indispensable à l'acte de critique ni de lecture. Il est intéressant de constater que cette bagarre se poursuit dans les études littéraires par opposition à la théologie, à la philosophie et aux autres domaines auxquels elle appartient. Mais je pense qu'il existe une raison à cela. Dans le monde artistique et universitaire contemporain, la littérature est, je crois, la seule discipline dans laquelle les spécialistes ne produisent pas ce qu'ils critiquent. Les chimistes, les spécialistes des sciences sociales, les historiens, les philosophes, toutes ces personnes produisent ce qu'elles enseignent. Ce qu'elles remettent en cause, ce qu'elles changent. Dans la critique littéraire, le critique produit désormais la critique qu'il enseigne. Il produit la discipline et l'objet de cette discipline, qui est le texte, est secondaire par rapport à la discussion. Peut-être est-il vrai, comme on l'a suggéré, que les professeurs anglais ont toujours envié les mathématiciens. Toutes ces petites formules qu'ils mettent au mur, et qu'ils voudraient à présent avoir un groupe de formules qu'ils pourraient, eux aussi, mettre au tableau. Mais là où la critique est elle-même la forme d'art, ce qui ne signifie pas qu'elle n'en est pas une. Lorsqu'elle dénigre ses sources, il existe une authentique menace à la prééminence des artistes créateurs. Voilà qui est révélateur et se transmet jusqu'aux artistes eux-mêmes, dont certains sont totalement isolés des critiques comme jamais ils ne l'ont été auparavant. Il fut un temps, dans l'Allemagne du XIVe siècle, dans l'Italie du XIe siècle, où les grands traducteurs étaient les poètes,
où les grands critiques étaient les écrivains, ils faisaient les deux. Aujourd'hui, les tâches sont distinctes. L'artiste créateur suit un itinéraire et le critique en suit un autre. Du fait que l'artiste individuel ne dirige ni ne contrôle ce qu'on enseigne, du moins en littérature, pas même ce qui est produit ni ce qu'on décide d'enseigner. La dotation nationale joue un rôle incomparable dans sa vie. Grâce à un organisme comme celui-ci, il existe un lieu et un moyen permettant aux artistes créateurs de se rassembler et de prendre des décisions sur ce qui devrait être encouragé, ce qui devrait avoir de la valeur et ce qui devrait être soutenu. L'artiste peut ne pas avoir ce droit dans les universités. Il ne l'a certainement pas dans les maisons d'édition. Il ne l'a probablement pas dans les médias qui existent et qui l'entourent. En revanche, il l'a dans une confédération, une fraternité, une sororité, dans la structure telle qu'elle est fournie par les comités et les programmes de la dotation nationale pour les arts. La dotation apaise la culpabilité d'un individu talentueux qui a le malheur de faire quelque chose extraordinairement bien du premier coup.